Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Je voudrais saluer bien évidemment le nombre impressionnant de rapporteurs pour suivre ce texte de loi. Saluer également le travail qu'ils ont réalisé en procédant à nombre d'auditions qui n'étaient pas sans rappeler d'ailleurs à travers les contributions, à travers les témoignages, à travers celles et ceux qui ont participé à ces auditions, les assises de la mobilité. Beaucoup ont évoqué d'ailleurs dans leurs propos tout à l'heure ces fameuses assises de la mobilité dont chacun s'est plu à saluer en effet la réussite, en tout cas l'idée majeure qui consistait à mettre autour de la table, même autour de plusieurs tables, l'ensemble des acteurs des domaines des mobilités et des transports. Ce qui nous sépare des assises de la mobilité, c'est presque 550 jours. C'est quand même pas mal. On a d'ailleurs eu l'occasion, entre ce laps de temps, et beaucoup d'acteurs ont également fait cette remarque, à se dire mais quand est-ce que cette loi allait arriver? C'est vrai que 550 jours, si on se réfère au bréviaire animalier, c'est presque la gestation d'une baleine. Pourtant, le texte, excusez-moi du peu, n'est pas à la hauteur de ce que certains ont pu penser à un moment, c'est-à-dire un texte beaucoup plus important. Il faudra d'ailleurs sans doute nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre les assises et aujourd'hui pour que finalement ce texte, même s'il comporte, et c'est déjà pas mal, 50 articles, aurait pu, me semble-t-il, au regard de la nature, de la force et de l'étendue des contributions au moment des assises en comporter bien plus. Sans doute y a-t-il eu là quelques arbitrages, et notamment des arbitrages financiers qui sont venus doucher un peu l'enthousiasme des assises de la mobilité. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses entre les assises et aujourd'hui. Il y a eu, vous l'avez rappelé, les conclusions du Conseil d'orientation des infrastructures. Permettez-moi à cette occasion de formuler quelques remarques au sujet de ce Conseil d'orientation des infrastructures. D'ailleurs, d'abord, peut-être une remarque de méthode. On a beaucoup, je l'ai entendu de la part des rapporteurs, critiquer finalement tout ce qui s'était passé les 30, 40, allons-y même les 50 dernières années. Je crois qu'en la matière, il faut être sérieux. D'ailleurs, le rapporteur du texte au Sénat, Didier Mandelli, le fait très bien dans son rapport lorsqu'il rappelle finalement l'histoire qui est partie du schéma national des infrastructures terrestres en passant par le comité 21 à le Conseil d'orientation des infrastructures. On a salué la méthode employée par Philippe Duron. Je voudrais rappeler que Philippe Duron d'aujourd'hui, c'est le même que celui d'hier. C'est-à-dire que c'est le même à qui on avait confié un travail formidable qu'il a mené avec à la fois beaucoup d'expérience, beaucoup de conviction, avec cet état d'esprit qu'est le sien, qui est celui de la concertation, en y associant bien évidemment non seulement les territoires, mais différents acteurs qui pouvaient, à ce titre-là, bien évidemment, porter des inflexions, à savoir comment on allait passer finalement du schéma national des infrastructures terrestres qui comportait, vous l'avez déjà dit, Madame le Ministre, nombre d'infrastructures qui étaient au-delà même des capacités de financement, et le rôle qu'a joué lors de la précédente législature Philippe Duron, à travers le comité 21, c'est déjà de revoir la copie, d'essayer de réduire la voilure et de faire en sorte qu'on puisse financer au mieux l'ensemble des projets en essayant de les mettre en correspondance par rapport au territoire. Vous avez en commission, Madame la Ministre, vous m'avez interpellé, me rendant finalement quasiment à moi seul responsable du manque de financement d'un certain nombre d'infrastructures qui étaient projetées, programmées lors du comité 21. Je voudrais, en toute modestie, vous rappeler que je n'ai pas participé au gouvernement précédent, ni même occupé des fonctions importantes dans l'administration centrale. Et vous savez comme moi que ce qui est commun au schéma national d'infrastructures terrestres, au comité 21 et puis sans doute on le verra demain au Conseil d'orientation des infrastructures, c'est qu'il y a souvent des arbitrages qui sont faits, il y a souvent ce que j'appellerais l'effet Bercy qui consiste à la chose suivante, on se fait plaisir dans un certain nombre de planifications, on identifie ici des infrastructures, on se glorifie de pouvoir dans la durée financer, mais souvent il y a aussi des annulations de crédit, souvent il y a en quelque sorte la patrouille de Bercy qui vient contrarier les objectifs et le plan qu'on peut avoir par ailleurs. Je voudrais vraiment insister sur ce point parce que on peut aussi, et certains l'ont fait, se dire que finalement ce n'était pas bien de faire des TGV, ce n'était pas bien de faire des lignes à grande vitesse.
sauf, et que nous le savons tous, eh bien, ces lignes, ces infrastructures ont quand même servi des territoires. Et je connais peu de gens, finalement, sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, qui se plaignent aujourd'hui d'avoir dans leur territoire des infrastructures à niveau qui ont été projetées depuis plusieurs années. Mais vous avez raison, et je crois que c'est un message que vous portez depuis plusieurs mois. Il faut pour autant, bien évidemment, s'intéresser à l'existant. C'est ce que permet, bien évidemment, à la fois le travail du Conseil d'orientation des infrastructures, mais ce que permettait aussi, avouez-le, le travail du comité 21. Et puis, s'agissant des infrastructures de transport, qu'elles soient ferroviaires et routières, il y a une vérité qu'il faut quand même qu'on ait bien à l'esprit. On ne réalise pas une infrastructure en 5 ans. D'ailleurs, souvent, il se passe le phénomène suivant, vous l'avez vécu, et d'autres l'ont vécu avant vous, c'est qu'on inaugure des infrastructures qui ont été décidées par d'autres avant. Et vous savez, il n'y a que les cathédrales qu'on fait en 5 ans, ou qu'on refait en 5 ans. Mais que ça soit une ligne à grande vitesse, ou que ça soit une ligne routière, en tout cas une infrastructure routière conséquente, on voit bien qu'il y a en la matière quelques éléments de continuité. Bref, on a en les mains aujourd'hui de la matière, et sans doute de la bonne matière, à travers la conclusion, en tout cas les 3 scénarios qui ont été présentés par le Conseil d'orientation des infrastructures. Qu'est-ce qui s'est passé entre les assises et aujourd'hui? Il y a eu aussi, même si c'est un peu une inversion du calendrier par rapport à ce qu'on aurait pu penser, le nouveau pacte ferroviaire, dont on peut ou pas encore mesurer les effets, avouez-le, d'abord parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises concerne notamment la reprise de dette qui n'interviendront que dans quelques mois maintenant. Et puis on voit bien qu'il y a aussi des enjeux d'organisation qui ne sont pas sans soulever. Aujourd'hui, on le voit, quelques difficultés au sein même de la SNCF, même si, bien évidemment, il s'agissait à travers ce texte, souvenons-en, de transposer une directive européenne. Tout à l'heure, notre collègue Damien Adam, d'ailleurs, nous a gentiment invités à découvrir l'Armada. Je le comprends, je suis moi-même élu normand et je souhaite en effet que nous soyons le plus grand nombre à le faire. Je vous conseille simplement de ne pas y aller en train, parce qu'une des difficultés aujourd'hui, et beaucoup d'acteurs normands, et je profite de l'occasion, Madame le Ministre, pour vous le dire, il se trouve qu'au moment même où va avoir lieu l'Armada, dans les 15 prochains jours, eh bien, c'est ce moment choisi par la SNCF pour procéder à nombre de travaux qui vont avoir pour effet, excusez-moi du peu, au lieu d'arriver à Rouen en 1h30, 1h15, et de le faire en 2h50. Je pense qu'en la matière, Madame la Ministre, vous pourriez peut-être intervenir pour que les délais soient ramenés à la normale, surtout dans cette période d'un événement qui ne concerne pas simplement les Normands, mais aussi, me semble-t-il, quand on parle, n'est-ce pas, Jimmy Pain, de navires, l'ensemble de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé entre les assises et aujourd'hui? Il y a eu également, cela a été dit par certains des rapporteurs, le mouvement dit des Gilets jaunes. En tout cas, au début du mouvement des Gilets jaunes, je parle de la période de novembre de l'année dernière, qui avait pour cause principale notamment le coût des transports. En tout cas, ce que représentaient dans le budget des ménages celles et ceux qui souvent n'ont pas d'autre choix pour aller travailler, ceux qui réalisent tous les matins ce qu'on appelle le déplacement domicile-travail, n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser leur véhicule. Et c'est vrai que pour eux, aujourd'hui, le coût du transport représente encore une charge importante dans leur budget. Et puis il y a eu aussi, cela a été bien mis en avant, révélé également par le grand débat national au niveau des territoires, notamment cette notion de la fracture territoriale, qui n'est pas une notion nouvelle. On a là-dessus, on est plutôt assez bien documenté en ce qui concerne la France périphérique, la France des lisières, tous ces territoires qui ont le sentiment parfois d'être délaissés, notamment en ce qui concerne les mobilités. Alors, cela a été formidablement bien rappelé, qu'il s'agit, lorsqu'on évoque les mobilités, bien évidemment, non seulement de pouvoir aller facilement à son travail, mais de pouvoir aller souvent à un service public sanitaire ou d'autres types de services publics, et qui est essentiel, et ça je sais que Madame le Ministre, vous l'avez déjà répété et vous avez raison, qui est essentiel aussi pour trouver un travail. Le droit à la mobilité, c'est aussi une capacité qu'on peut avoir lorsqu'on est jeune pour trouver une formation ou un stage, ou tout simplement, bien évidemment, on sait combien nombre de personnes sont pénalisées lorsqu'ils n'ont pas de moyens de locomotion pour répondre à une offre d'emploi. Voilà ce qui s'est passé entre les assises et aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui ce texte que vous
présenté, que vous avez commencé à présenter au Sénat. Moi, dans ce texte, il y a un mot que je relève, qui est un mot valise parfois, mais qui est un mot important, qui est le mot révolution. Il est indiqué dans ce texte, vous l'avez prononcé. C'est vrai que je n'oublie pas que pour beaucoup d'entre vous, révolution, notamment avec AS, est sans doute un livre-programme d'un candidat devenu président. Il est sans doute le livre de chevet d'un certain nombre d'entre vous. Mais en tout cas, le mot révolution, on peut l'entendre sans doute de trois façons différentes. Il y a, j'ai envie de dire, le côté périodique qui revient. Vous avez évoqué tout à l'heure la LOTI, la loi des années 80, qui était une grande loi, qui correspondait à une loi de l'époque, avec la notion qu'on avait des transports. Et je suis de ceux qui pensent, comme beaucoup, que vous avez eu raison de passer du transport à la mobilité, puisqu'on englobe énormément de dimensions et de problématiques à travers cette définition. Puis il y a deuxième définition qui serait une révolution mobile autour d'un axe, c'est-à-dire qu'on peut vouloir la révolution, mais malgré tout faire du surplace. Et puis la troisième qui est celle des changements. Et c'est vrai que l'enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre société, après avoir vécu la révolution des transports de masse, notamment avec le ferroviaire, après avoir vécu la révolution du transport individuel avec la voiture, qui était souvent le symbole de liberté, on doit aujourd'hui réaliser cette troisième révolution qui doit conjuguer finalement ces deux autres révolutions, avoir la capacité de la masse et en même temps répondre à cette notion d'individualisation qui correspond aussi à la réalité de nos territoires. Et c'est tout l'enjeu, me semble-t-il, de cette loi. Pour venir au texte de loi que vous défendez, Madame la Ministre, il y a bien sûr d'abord la question de la programmation des infrastructures. Vous avez dit vouloir 4 priorités qui paraissent essentielles. Il y a celle, bien sûr, qui consiste à répondre aux déplacements du quotidien. Il y a celle qui consiste à réduire la fracture territoriale. Il y a celle qui consiste à s'engager résolument dans la transition écologique. Et il y a celle qui consiste aussi au transport de marchandises, thème tant de fois évoqué et qui mérite en effet qu'on y apporte une réponse bien plus efficace. Malgré tout, ce que j'observe dans le choix qui est fait, il faut qu'on regarde précisément quelles sont les infrastructures qui sont identifiées dans les conclusions du Conseil d'orientation des infrastructures, justement. Il y a en la matière des axes autoroutiers, il y a des axes ferroviaires qui ne sont pas directement des axes qui correspondent, on va dire, aux déplacements du quotidien. Je vais vous prendre un exemple que je connais assez bien dans mon département. Vous savez qu'il y a le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. Il y a plusieurs axes prioritaires qui sont identifiés, dont un qui se situe entre Rouen et Yvetot. Le projet défendu aujourd'hui consiste à aller directement entre Rouen et Yvetot, 34 km, 900 millions d'euros, et faisant cela finalement de ne pas répondre au déplacement du quotidien. Parce que lorsqu'on regarde, et cette carte est assez instructive, elle a été réalisée par l'INSEE, à partir des déplacements domicile-travail, des mouvements pendulaires. Eh bien, on voit finalement se tracer des halos autour d'un certain nombre de grandes agglomérations, de grandes métropoles. Et lorsqu'on calque la carte issue des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, on s'aperçoit qu'on n'est pas franchement dans la réponse immédiate en ce qui concerne ce type de transport. Tout ça pour dire qu'il faut en effet, bien évidemment, programmer un certain nombre d'infrastructures qui sont prévues, mais sans doute, et en lien avec le choix prioritaire que vous souhaitez faire en termes de traitement de l'existant, sans doute revoir ou corriger un certain nombre d'options qui sont prises à travers ces grandes infrastructures. Et puis s'agissant de la programmation des infrastructures, là où le bât blesse souvent, c'est sur la question du financement. Certains l'ont dit, et d'ailleurs beaucoup des acteurs, et même ceux qui ont participé à ces travaux, savent que si le choix est fait du scénario 2, il manque sans doute peut-être autour de 500 millions d'euros. En tout cas, il manque de l'argent pour atteindre l'objectif de réalisation du scénario 2 qui semble avoir les faveurs du gouvernement. En la matière, il y a des propositions qui ont été faites, mais on voit bien que celle qui consiste notamment à récupérer sur les amendes des radars n'est pas satisfaisante. D'ailleurs, je trouve qu'elle est fragile, et on le voit d'ailleurs lorsqu'il y a des dégradations, on vient de le vivre, et au-delà de ça, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous avez fait une proposition en commission, notamment par rapport au surplus, entre guillemets, de la taxe Chirac. On espère 30 millions d'euros. Comme on dit dans certains coins, c'est toujours mieux que rien. En même temps, 30 millions,
c'est l'équivalent d'1 kilomètre de ligne nouvelle ferroviaire. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit apporter comme financement aujourd'hui pour la FIT qui en a bien besoin. On observe malgré tout qu'il y a, s'agissant des recettes de la TICPE, près de 14 milliards qui échappent au transport. Il faudrait en la matière sans doute y voir une manne, en tout cas un moyen de financer un peu plus fortement l'Agence de financement des infrastructures terrestres de France. Et par ailleurs, je vous fais ces suggestions et elle fait écho à ce moment politique que nous venons de vivre à travers les européennes. Il y a beaucoup été question d'une banque climat, ou en tout cas de l'idée, à l'image un peu du plan Juncker, d'investir massivement pour, j'ai envie de dire, l'urgence climatique. Et les transports, notamment les transports de type ferroviaire, font partie de cette urgence climatique. Eh bien, on pourrait penser lever un emprunt à l'image d'un plan Juncker, et d'ailleurs une partie du plan Juncker avait servi à un certain nombre d'infrastructures, notamment en France, eh bien, pour essayer d'abonder encore plus fortement la question des financements. Vous avez dans ce texte de loi un objectif auquel je souscris et qui va pleinement dans le bon sens, qui consiste à la couverture de ce qu'on pourrait appeler les zones blanches en ce qui concerne les autorités organisatrices de transport. Tout cela, de mobilité, pardon. Tout cela va dans le bon sens, bien évidemment. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on passe des autorités organisatrices des transports, des autorités organisatrices des mobilités, lorsqu'on passe du versement transport au versement mobilité, lorsqu'on passe des plans de déplacement urbain en plan de mobilité, ce n'est pas du ripelonnage, c'est une vraie transformation et une vision différente des choses. Simplement, et c'est une position aussi défendue par nombre de territoires. Certes, on peut être satisfait lorsqu'on vous confie la responsabilité de porter cette ambition des mobilités. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Et c'est là où, sans doute, il faut aller encore plus loin pour confier à ces territoires qui auront demain une grande responsabilité, non seulement de la souplesse, comme le disait notre rapporteur, mais sans doute aussi des moyens de faire. Et je pense que c'est une des dimensions importantes aussi qui doivent être présentes dans ce texte. Il y a des dispositions qui concernent les données, qui relèvent de la transposition et qui sont parfaitement bien traitées. Je salue uniquement les initiatives qui ont été prises par des collègues en ce qui concerne le bruit, qui est une dimension essentielle lorsqu'on évoque la question des transports. Il y a quelques années de cela, le Conseil national du bruit avait chiffré le coût social du bruit dans notre pays. C'était en 2016. Il l'avait évalué à 57 milliards d'euros. C'est-à-dire que les externalités négatives, qu'on me le dit, représentent une somme colossale et qu'on a plus intérêt à mettre de l'argent pour mieux isoler les infrastructures et pour accompagner toutes les démarches qui peuvent permettre de lutter contre les nuisances sonores qui pénalisent, on le sait, nombre d'habitants qui vivent à proximité de ces infrastructures. Il y a également des dispositions qui concernent l'aide auquel on peut apporter aux salariés pour pouvoir se déplacer, la prime mobilité durable. En la matière, il faut non seulement l'élargir, mais, excusez-moi du peu, mais il faudrait sans doute aussi la généraliser pour faire en sorte que ce soit une aide qui soit portée et atteignable pour l'ensemble des citoyens. En la matière, vous avez finalement apporté tous les objectifs qui conviennent aux mobilités, mobilité inclusive, mobilité solidaire, mobilité durable, mobilité active. Toutes les mobilités sont en effet présentes dans ce texte, mais en la matière, ce qui compte beaucoup aussi, c'est bien évidemment ce qu'on pourrait qualifier de transfert modal ou de report modal. C'est ça qui est important, c'est de faire en sorte finalement que quelqu'un qui utilise aujourd'hui un véhicule ou qui l'utilise tout seul soit amené demain soit à l'utiliser avec d'autres, soit utiliser d'autres moyens, notamment les transports en commun ou notamment les mobilités dites actives. Et même si on a raison, bien évidemment, d'encadrer l'ensemble de ces moyens, il faut ne pas oublier que ce qui compte, c'est quand même la notion de transfert modal, de report modal, qui me semble, somme toute, essentielle. Et en la matière, il faut sans doute porter l'effort, et notamment à travers la FIT, sur l'accompagnement qu'on doit avoir des territoires qui ont d'ores et déjà aujourd'hui la compétence transport. Je pense notamment aux métropoles et qui, dans le budget de la FIT aujourd'hui, ne reçoivent qu'une petite partie, autour de 275 millions d'euros, pour accompagner notamment les bus à haute qualité de service, les lignes de sites propres, tout ce qui peut contribuer bien évidemment à améliorer la question des transports. Vous avez aussi porté cet objectif et nous souhaitons être encore plus ambitieux en ce qui concerne
la fin de la vente de véhicules thermiques. Vous évoquez 2040. Je pense qu'entendant l'urgence écologique que chacun comprend, eh bien, il faut aller vers 2030. Ça correspond à l'horizon dont évoquent les spécialistes. Lorsqu'on entend les ONG, lorsqu'on entend les spécialistes du GIEC, on voit bien aujourd'hui que l'horizon pour nous, c'est plutôt 2030-2035 pour changer. De la même façon, quand le rapporteur évoque 2050 en ce qui concerne la décarbonisation des transports, je pense que 2040 est l'horizon qui correspond véritablement à la situation d'urgence que nous connaissons aujourd'hui en ce qui concerne la transition écologique. Alors, Madame la Ministre, vous allez me dire sans doute, mais pourquoi cette motion de renvoi ? Il ne s'agit pas, en effet, de rejeter un texte, puisque ce texte, et vous avez eu raison de le rappeler, est un texte attendu. Je ne reviendrai pas aussi sur le nombre de débats qui nous a occupés en commission, ni sur le nombre d'amendements qui nous ont mobilisés et qui vont nous mobiliser pendant les prochains jours. Simplement, et c'est l'objet même de cette motion de renvoi, Madame la Ministre, il y a un document qui manque cruellement aujourd'hui. Là encore, vous avez fait appel, sans doute au vieux monde, au préfet Philizot, lui confiant, et c'était une demande très forte exprimée sur plusieurs bancs, au moment de l'examen de la loi dit nouveau pacte ferroviaire, il y a la question des petites lignes. Et il y a la question, j'élargis aussi des gares. Parce que depuis que nous avons discuté ce texte de loi et depuis même les assises, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Eh bien, il n'est pas un mois sans qu'on annonce ici une fermeture de petites lignes ou là une fermeture de gare. Et nous souhaitons tout simplement aujourd'hui que nous puissions, pour discuter en connaissance de cause, avoir entre les mains ce fameux rapport Philizot. Il vous a été demandé au Sénat par nombre de sénateurs issus de différents bancs. Nous l'attendions là pour l'examen. C'est essentiel pour nous de savoir, notamment sur la question des transports du quotidien. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a des petites lignes qui peuvent servir la question de l'alternative à la voiture. Vous avez des endroits où vous êtes dans des territoires dits périphériques, en lisière d'agglomération, où on voit bien le rôle capital que pourrait jouer une ligne ferroviaire pour permettre le basculement. On a aujourd'hui parfois des lignes qui ne connaissent pas le succès qu'on voudrait connaître, peut-être à cause de l'état des voies, peut-être à cause de la signalisation, peut-être sans doute à cause de l'état des rames, mais malgré tout, moi j'attends, et sans doute beaucoup de collègues attendent aussi, qu'à partir de la foi du travail qui a été confié au préfet Philizot, on puisse enfin aboutir et atterrir, si vous me permettez cette expression, sur cette question qui me paraît essentielle et qui permettra de vérifier finalement si l'ensemble des objectifs que vous avez fixés eh bien, peuvent notamment correspondre avec cette réalité du quotidien, pour le coup, que vivent nombre de territoires. Madame la Ministre, pour conclure, je dirais que pour que ce texte, finalement, ne soit pas victime d'une sorte d'effet toupie, vous savez, en même temps à la fois la révolution et le surplace, il faut sans doute un peu plus d'ambition, notamment par rapport à l'urgence climatique, et sans doute un peu plus de financement. Et en la matière, je ne jette pas la pierre. On sait que quand vous nous invitez à attendre le prochain projet de loi de finances, eh bien, ce n'est pas pour nous rassurer, parce que nous avons l'habitude, et pas simplement depuis 3 ans, depuis pour le coup plusieurs décennies, à ce que souvent les arbitrages qui sont faits, notamment par Bercy, viennent contrarier à la fois nos objectifs, notre ambition et doucher notre enthousiasme. Merci. Merci.